Il est, disons, 3 heures du matin. Le cauchemar classique. Ouais, voilà. L'enfant pleure à plein poumon, le front est brûlant, et dans la pénombre, le premier réflexe, il est presque instinctif, on sort le smartphone et on tape « fièvre et pleurs bébé » dans le moteur de recherche. Pire idée du monde en général. Mais tellement. En quelques secondes, l'angoisse, elle explose. Une simple montée de température se transforme à l'écran en une dizaine de diagnostics terrifiants. C'est une scène qui est devenue super banale. Oui, c'est le fameux syndrome du docteur Google, quoi. C'est ça. Et ça illustre parfaitement ce fossé énorme entre d'un côté l'accès illimité à l'information médicale et de l'autre, notre capacité réelle à la déchiffrer en fait. D'accord, décortiquons un peu tout ça. Carrément. Ce qui est fascinant ici, c'est que le problème avec un moteur de recherche, c'est qu'il agit exactement comme un détecteur de fumée mal réglé. Un détecteur de fumée mal réglé. Ouais, imagine. Il hurlerait à la mort de la même manière pour une tartine un peu trop grillée dans le grille-pain que pour un incendie qui ravage toute la maison. Ah, il fait aucune différence. Aucune nuance. Clinique. L'algorithme, il associe juste des mots-clés. Il ne voit pas que l'enfant, malgré ses 39 de fièvre, a les yeux vifs ou continue de jouer avec son doudou. Il se contente de lister les pires scénarios. Et ça paralyse totalement le jugement de ceux qui s'occupent de l'enfant. Exactement. Et c'est justement pour combler ce vide d'interprétation qu'on se penche aujourd'hui sur les travaux de Jimmy Mohamed, qui est médecin urgentiste, à travers son livre « En attendant le docteur ». Un livre d'utilité publique, franchement. Grave. Bon, l'idée centrale de notre discussion, c'est évidemment pas de remplacer une consultation médicale professionnelle. Non, bien sûr que non. Il s'agit plutôt de se forger une véritable trousse de secours mentale, un guide pour survivre à cette zone de turbulence hyper angoissante entre l'apparition du symptôme au beau milieu de la nuit et l'ouverture du cabinet médical le lendemain matin. C'est une démarche cruciale. Jamais les parents ou les professionnels de la petite enfance n'ont eu autant de fiches, de forums ou d'applis à disposition. Et pourtant, la panique face aux petits mots du quotidien, elle semble n'avoir jamais été aussi forte. C'est un vrai paradoxe. Totalement. Ce que propose cette approche, c'est de faire un pas de côté, de s'éloigner de la tyrannie de la tech et des algorithmes pour réapprendre la base même de la médecine. L'observation. Voilà, l'observation clinique. Regarder le malade et pas juste la maladie. Et pour comprendre comment cette hyper-information nous trompe, il faut s'attaquer aux symptômes qui déclenchent le plus d'anxiété. La véritable bête noire des nuits d'hiver, la fièvre. Ah, la fameuse fièvre. Dans l'inconscient collectif, c'est perçu comme un ennemi mortel qu'il faut abattre à tout prix, quoi. Dès que le chiffre sur le thermomètre grimpe, c'est la panique. On dégaine les médicaments pour forcer la température à redescendre à 37. Alors que biologiquement, considérer la fièvre comme le problème, c'est faire un contresens total sur comment fonctionne notre système immunitaire. C'est ça qui est dingue. Si je comprends bien, la fièvre, c'est un peu comme l'alarme incendie dont tu parlais. Vouloir à tout prix faire baisser le chiffre sans soigner le confort de l'enfant, c'est comme taper sur l'alarme avec un balai au lieu de chercher où est le feu en fait. C'est exactement ça, très bonne analogie. La fièvre, c'est pas une anomalie. C'est une stratégie militaire ultra sophistiquée de notre corps. Lorsqu'un virus ou une bactérie pénètre dans l'organisme, nos globules blancs détectent l'intrus et libèrent des substances qu'on appelle des pyrogènes. Des pyrogènes, ok. Ouais, ces trucs voyagent jusqu'au cerveau, plus précisément dans l'hypothalamus, qui sert de thermostat central. Et là, l'hypothalamus décide délibérément de rehausser la température de consigne. Donc il fait passer le thermostat de 37 à 39 exprès. Exprès. Et c'est pas juste avoir chaud pour griller le virus comme on l'imagine souvent, c'est beaucoup plus subtil. Vas-y, explique. En fait, la plupart des bactéries et des virus ont un besoin vital de certains métaux lourds pour se multiplier. Le fer, le zinc, le cuivre. D'accord. Or, quand la température corporelle augmente, le corps déclenche un mécanisme de séquestration. Il retire ces métaux du sang et les stocke dans le foie et la rate. Ah, donc les bactéries se retrouvent littéralement affamées. Affamées, privées de nutriments essentiels. Et en parallèle, cette chaleur accélère la mobilité de nos propres globules blancs. Donc, vouloir couper la fièvre à tout prix, c'est désarmer notre propre armée au moment même où elle livre bataille. C'est fou de voir ça comme ça. Et ça explique pourquoi certaines pratiques historiques étaient si contre-productives. Pendant des décennies, le réflexe absolu, c'était de plonger un enfant fiévreux dans un bain frais. Oh là là, oui. Nos grands-mères faisaient ça, quoi. On pensait thermodynamique basique, l'enfant est chaud, l'eau est froide, paf, ça va s'équilibrer. Sauf que ça ignore totalement le rôle du thermostat dans le cerveau. Si l'hypothalamus a décidé que le corps devait être à 39 pour se défendre et qu'on refroidit la peau avec de l'eau, le cerveau va considérer qu'il y a un danger d'hypothermie. Et donc il surréagit. De façon violente, oui. Pour contrer ce froid soudain, le corps déclenche des frissons intenses pour produire encore plus de chaleur.
Et pire, le choc thermique provoque une vasoconstriction. Les vaisseaux sanguins de la peau se resserrent brutalement. Et chez un petit enfant, ça donne quoi? Chez un petit dont le système est fragile, ça peut mener à un malaise vagal sévère. C'est presque une maltraitance métabolique involontaire en fait. Aujourd'hui, la consigne est stricte. On ne donne jamais de bain frais pour faire baisser la fièvre. Jamais de bain frais, c'est noté. Mais ça pose la question de l'outil de mesure. Aujourd'hui, on vit avec ces thermomètres infrarouges frontaux, ces espèces de pistolets high-tech. Très pratique, mais Mais cliniquement, les variations sont énormes. Un coup, on lit 37,5, l'instant d'après 38,8 sur l'autre tempe. parce que ces appareils mesurent la température de surface. C'est hyper influencé par l'environnement. La sueur, les pleurs, la température de la pièce, ou même si l'enfant a dormi sur le côté droit ou gauche. Donc on fait comment? Pour prendre une vraie décision, surtout chez un nourrisson, la seule méthode de référence, c'est le thermomètre électronique, par voie rectale. Moins fun, c'est sûr. C'est moins agréable, ouais, mais c'est la seule donnée fiable pour savoir si on franchit un seuil critique. D'ailleurs, même si la fièvre est une alliée, on utilise quand même massivement le paracétamol. Bien sûr, mais il y a une distinction cruciale à faire. On ne donne pas du paracétamol pour faire disparaître la fièvre. On le donne pour soulager l'inconfort. Ah, la nuance est importante. L'objectif, c'est pas de le ramener à 37 de force. Voilà. Si un enfant a 39,5, que tu lui donnes du paracétamol et qu'il descend qu'à 38,5, mais qu'il se remet à jouer, à sourire et surtout à boire, mission accomplie. Le chiffre sur le thermomètre, on s'en fiche. Traiter l'enfant, pas le thermomètre. C'est ça. Après, attention, il y a des drapeaux rouges absolus. Les vraies urgences. Oui. Un bébé de moins de 3 mois avec de la fièvre, c'est une urgence médicale immédiate. On file aux urgences. À cet âge, le système est trop immature. Pareil pour un enfant plus grand qui est marbré, extrêmement pâle ou apathique au point de plus réagir. Là, on n'attend pas, peu importe le chiffre. Exactement. Mais dans 95% des cas, un enfant fiévreux qui gémit un peu, mais reste réactif, il fait juste son boulot immunitaire. Bon, cette idée que le corps réagit de manière spectaculaire à des situations d'apprentissage, ça nous amène naturellement à un autre truc qui terrorise les parents. Les pleurs. Les fameuses coliques du nourrisson. Un bébé qui se tortille de douleur, le ventre dur, hurlant pendant des heures, souvent le soir. Visuellement, on a l'impression d'une urgence chirurgicale, quoi. L'angoisse est immense et totalement compréhensible. Médicalement, les coliques, c'est la règle des 3. Des pleurs inexpliqués plus de 3 heures par jour, plus de 3 jours par semaine. Et l'erreur, c'est de croire que cette intensité de pleurs égale une douleur physique atroce. C'est un biais d'adulte, hein. Nous, on pleure comme ça quand la douleur est intolérable. Pour le bébé, c'est son seul mode de communication face à un inconfort. Et d'ailleurs, les études cliniques là-dessus sont folles. Il y a eu des recherches où des médecins ont carrément administré des analgésiques majeurs, genre des dérivés morphiniques, à des nourrissons en pleine crise. Et le résultat est frappant. Si c'était une douleur fulgurante, la morphine aurait agi comme un interrupteur. Mais ça n'a pas calmé les bébés, hein. Non, c'est la preuve biologique qu'on n'est pas face à une souffrance tissulaire ou nerveuse insoutenable. C'est un inconfort lié à une profonde immaturité digestive. Le système qui se met en route, quoi. Voilà, il doit traiter de grandes quantités de lactose. Souvent, il manque de lactase, l'enzyme pour digérer ce sucre. Ça fermente, ça crée des gaz. Et la flore intestinale est en construction. Il manque de bonnes bactéries. Ouais, notamment les lactobacillus. Et là où ça devient délicat, la recherche pointe aussi du doigt le rôle de l'environnement émotionnel. Les études montrent que ces crises sont corrélées au stress des parents. C'est un terrain glissant, oui. Mais attends, dire à des parents épuisés, qui n'ont pas dormi depuis des semaines, c'est votre stress qui fait pleurer le bébé. C'est pas la meilleure façon de les faire culpabiliser encore plus. Si on l'amène mal, oui. Mais le message médical, c'est surtout pas de blâmer. Au contraire, c'est pour les dédouaner. Si on le relie ça à une perspective plus large, le bébé est une éponge sensorielle. Il sent la tension. Il sent l'hypervigilance, les battements cardiaques accélérés du parent. Il perçoit un environnement insécurisant, donc il continue de pleurer. Le but, c'est de dire aux parents « votre enfant n'a pas de maladie grave ». Et une fois qu'ils intègrent ça, La pression retombe, la respiration ralentit, et par contagion émotionnelle, le bébé s'apaise. c'est pour ça que les meilleures solutions sont mécaniques en fait. Le portage en écharpe qui masse le ventre, l'émaillotage. Tout à fait. Et éviter le grand piège de la suralimentation. Ah oui, le biberon magique. Le bébé hurle, on lui remet le sein ou le biberon.
Sur le coup, la succion libère des endorphines, il se tait. Mais on rajoute du lait dans un système déjà en galère, ça relance la fermentation, et 1 heure après, la crise est encore pire. C'est vraiment cette tendance moderne à vouloir étouffer le symptôme tout de suite, ce qu'on fait aussi avec la pharmacie familiale d'ailleurs. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parlons des sirops et des médocs pour les virus de l'hiver. L'armoire à pharmacie, ce terrain miné. La toux, par exemple, dès que l'enfant tousse 2 jours, angoisse. On veut un sirop, alors que la toux, c'est vital. C'est notre arme mécanique. C'est fait pour expulser les sécrétions et les virus des poumons. Bloquer une toux grasse avec un sirop chimique, c'est littéralement emprisonner l'infection à l'intérieur. C'est empêcher le corps de sortir les poubelles, quoi. Jolie image, mais c'est ça. Les sirops antitussifs n'ont jamais prouvé d'efficacité majeure chez le jeune enfant, et pire, ils peuvent provoquer des dépressions respiratoires. C'est pour ça qu'ils sont formellement interdits avant 2 ans. Interdit. Et la science montre que la meilleure solution, elle est dans la cuisine, le miel. Le fameux remède de grand-mère qui marche vraiment. Mais pourquoi ça marche si bien? Par hyperosmolarité, sa forte concentration en sucre attire l'eau des tissus enflammés de la gorge, ça réduit l'œdème. Et c'est visqueux, ça tapisse les récepteurs irrités. Les études cliniques montrent qu'une cuillère de miel avant le coucher est plus efficace qu'un sirop de pharmacie. Oui, attention, uniquement après 1 an pour éviter le risque de botulisme infantile. Bien sûr. Miel après 1 an et le sérum physiologique. Le lavage de nez, vigoureux. Indispensable, un bébé ne sait pas se moucher. Un nez bouché, c'est une détresse respiratoire pour lui. Le lavage à l'eau salée évite que le simple rhume dégénère en bronchiolite. Cette suprématie de l'eau, du sel et du sucre, on la retrouve encore plus avec la gastro-entérite. Quand l'enfant a la diarrhée, on veut l'arrêter avec des médocs ou on le met à la diète, ou pire, le soda éventé. Le mythe du soda, c'est terrible. Le danger de la gastro pour un petit, c'est pas le virus, c'est la déshydratation. Parce qu'un bébé est composé à 75% d'eau. Exactement. Et donner du soda, c'est dangereux. C'est beaucoup trop sucré. Par effet d'osmose, ça va attirer l'eau du corps vers les intestins et aggraver la diarrhée. C'est pour ça qu'on utilise les SRO, les solutés de réhydratation orale. C'est brillant comme invention. C'est un dosage millimétré qui exploite un mécanisme précis de l'intestin, le cotransporteur SGLT1. D'accord, en termes simples, ça donne quoi? En gros, les cellules de l'intestin ne peuvent absorber le sel que s'il est accompagné d'une molécule de sucre. Quand les deux passent ensemble, ils entraînent plein de molécules d'eau avec eux. Et ça réhydrate à une vitesse folle? Voilà. Mais la méthode d'administration est vitale, pas un grand verre d'un coup. Sinon, il vomit tout. Exactement. À la petite cuillère ou avec une pipette, toutes les 10 minutes. Bon, l'eau salée, le SRO, le miel, on est sur du minimalisme hyper sûr. Mais il y a une exception majeure, un médicament ultra courant dans nos placards qui est un danger absolu si on l'utilise mal. L'ibuprofène. Et plus largement, les anti-inflammatoires. Beaucoup de parents alternent paracétamol et ibuprofène pour forcer la fièvre à baisser. Et en cas de varicelle ou d'angine, c'est une roulette russe. C'est le point le plus critique, oui. En cas d'infection, le corps envoie des globules blancs sur zone, grâce à des messagers chimiques, les prostaglandines. Et l'ibuprofène bloque ces messagers. Oui, donc l'inflammation baisse, l'enfant a moins mal, mais en bloquant ça, on paralyse l'immunité locale. Les globules blancs n'arrivent plus sur la zone de combat. Et avec la varicelle, ça tourne au drame. Les boutons de varicelle sont pleins de virus, mais notre peau est couverte de bactéries, comme le streptocoque A. Et si on donne de l'ibuprofène, on ouvre grand la porte. Le streptocoque profite de l'absence de globules blancs pour s'enfoncer dans les tissus. Et ça crée une surinfection bactérienne fulgurante. Des fascites nécrosantes, des infections qui détruisent la chair et peuvent envoyer un enfant en réanimation. Franchement, ça fait froid dans le dos. Pareil pour les angines, ça peut créer des phlegmons profonds. La règle d'or, face à une infection, jamais d'anti-inflammatoire sans avis médical formel. Le paracétamol suffit. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On voit bien qu'il faut passer d'une médecine de la panique et de la suppression du symptôme à une médecine de l'observation et du confort. Le minimalisme, c'est la clé. Jusque dans la chambre de l'enfant d'ailleurs. Ouais, on suréquipe les chambres, les humidificateurs qui créent des moisissures, alors qu'une chambre fraîche à 19 degrés, aérée, c'est tellement plus sain. Cela soulève aussi la question cruciale du sommeil. Pour prévenir la mort inattendue du nourrisson, les recommandations sont implacables. Un lit ultra dépouillé, matelas ferme, bébé sur le dos, gigoteuse et rien d'autre. Pas de couverture, pas de grosses peluches. Surtout pas.
Et le cododo dans le lit parental, même si c'est instinctif pour surveiller l'enfant quand on est épuisé, ça multiplie drastiquement les risques d'accident. La sécurité, c'est le berceau dans la chambre des parents, pas l'enfant dans les draps des adultes. Exactement. En fait, au fil de cette discussion, on réalise que cette approche, c'est un puissant manuel de déprogrammation. On est conditionné à voir les rhumes, les poussées de fièvre, les gastro comme des anomalies du système. Des erreurs à corriger d'urgence. Alors qu'en vrai, ce sont des mises à jour logicielles. C'est l'entraînement rigoureux du système immunitaire. On vit à une époque où la tech fait des miracles, donc on pense qu'il faut gérer la santé de nos enfants avec la même frénésie technologique à la maison. Mais notre biologie a mis des millions d'années à se peaufiner. Pour les affections courantes, la solution la plus robuste, c'est de ne pas entraver le processus naturel. C'est une réflexion super provocatrice pour finir, je trouve. À l'ère de l'intelligence artificielle qui diagnostique des maladies rares en 3 secondes, l'acte de soin le plus puissant pour un enfant malade reste incroyablement archaïque. Au sens noble du terme. Oui. Un lavage de nez minutieux à l'eau salée, une hydratation patiente à la petite cuillère et l'observation calme d'un corps qui fait son boulot. La prochaine fois que la maison sera réveillée à 3 heures du matin par une fièvre, l'idée c'est peut-être d'éteindre l'écran du smartphone, de poser une main rassurante sur un front chaud et d'accepter que notre propre biologie, c'est souvent le médecin le plus compétent de la pièce.